chers collègues, amis du Ghana, Nigeria, du Bénin, de la Centrafrique et Togo, bonjour. Soyez la bienvenue à cette séance qui va lancer notre workshop où nous serons ensemble pour ces 2 jours. Alors, si je veux citer Antoine de Saint-Exupéry, il dit: nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Et pour paraphraser Philippe Saint-Marc, l'homme se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire. Chers participants, voilà ce qui me vient à l'esprit quand on évoque l'approche durable ou le développement durable. En effet, la complexité des interactions entre l'homme, la société et leur environnement génère de nombreux défis. Et en lien avec le développement, l'équilibre devient un enjeu. La prise de conscience est déterminante sur les trajectoires, notre trajectoire. Parce que pour l'initiateur de ce workshop, la croissance est un impératif malgré tout. Et conscient de cet enjeu, qui représente d'ailleurs le plus grand de notre époque, il nous propose à travers ces 2 jours de renforcement de capacité, afin de comprendre davantage le sujet et de réfléchir aux nombreuses questions qu'il soulève, notamment en ce qui concerne le développement des entreprises et l'innovation. Chers participants, une fois encore, soyez les bienvenus à ce workshop dont le thème est développement des entreprises, innovation et approche durable de la croissance. Alors, sans protocole, parce que pour la plupart on se connaît, nous sommes entre nous, nous allons directement donner la parole à l'organisateur pour nous souhaiter également la bienvenue et nous donner le contexte de cet atelier. Alors, il est alumnos PhD, comme bon nombre d'entre nous ici. Il est chercheur entomologiste à l'Institut togolais de recherche agronomique et il est ami collègue et frère également. Alors, je vous prie d'ovationner M. Georges. Merci madame. Bonjour à tout le monde. Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et qualités et protocoles respectés. Je me réjouis de l'organisation ce jour, 14 septembre 2023, de l'atelier régional de renforcement de capacité et l'intention des anciens boursiers DAD. Au nom du représentant de la DAD au Togo et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à Lomé et vous remercie d'avoir bien voulu prendre part à cet atelier sur le développement des affaires et l'innovation par l'approche de croissance durable. C'est en effet un honneur et un privilège de vous accueillir à cet événement. Merci d'être présent et d'apporter votre énergie, vos idées et votre expertise. Je suis heureux de voir des anciens boursiers du DAD de différents pays et nos formateurs aguerris présents aujourd'hui indiquent clairement notre approche collaborative visant à créer un monde meilleur qui améliore la croissance économique et le bien-être social tout en protégeant l'environnement. Le concept de développement durable est bien plus complet et crucial pour le progrès de la société humaine. L'environnement économique, l'environnement social et l'environnement naturel
sont tous inclus dans la notion de développement durable. Au fin de promouvoir le développement durable, tous ces domaines sont interdépendants. Seul un développement durable fondé sur la compatibilité des objectifs économiques, sociaux et environnementaux peut garantir le bien-être social et le bonheur des habitants, ainsi que préserver l'environnement pour les générations présentes et futures. L'objectif principal de cet atelier est de fournir aux anciens routiers du DAD et autres acteurs des secteurs publics et privés des connaissances approfondies en matière de développement, du leadership pour une mise en œuvre appropriée d'actions qui améliorent la croissance économique et le bien-être social dans nos pays. Je dois exprimer mes sincères remerciements au DAD pour avoir fait de cet atelier une réalité et nous avoir donné à tous l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Je remercie tous ceux d'entre vous qui ont énormément contribué à l'organisation de cet événement. Une fois de plus, vous êtes tous les bienvenus à cet événement très important. J'espère que vous passerez tous 3 jours positifs et que les résultats de cet atelier ne passeront pas inaperçus par les actions futures en faveur de la croissance durable. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert l'atelier sur le développement des affaires et l'innovation par l'approche de croissance durable. Je vous remercie. Qu'on soit sûr que l'information va passer. Hein? Mais si vous avez, je vais le faire en anglais, mais si vous avez des questions, vous les posez pour la compréhension de certaines parties que vous ne comprenez pas. Que ce soit en anglais ou en français. C'est bon? Un chef. C'est bon? Oui. Ça va traîner. Je le ferai au besoin. Donc, arrêtez-moi quand vous ne comprenez pas. Je vais expliquer en français. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, you can ask the question, and then I explain. Ce qu'il venait de dire, c'était très intéressant, parce qu'il disait qu'au cours de ce séminaire que nous avons, ce n'est pas forcément la bioénergie, mais d'amener quelque chose de nouveau pour faire des affaires. Et il a expliqué aussi ce que c'est la bioénergie, tout ce qui est énergie pour pouvoir remplacer ou être alternatif au carburant ordinaire que nous avons. Bon, okay. So, the outline of this presentation, you can see it here. We talk about the challenges facing electricity. We have professors of physics. They can also tell us what could be the challenges we are facing, and the African countries are facing, and also Togo and your various countries. And we talk about the biomass and bioenergy. That's the biomass, that's bioenergy. And also, if you want to develop and promote bioenergy, and I think that's the title, what do you need to do? There are some key questions if you want to do business related to this topic. There are some requirements. So we'll go through all these requirements and you'll see. So we talk about the sustainability strategy, talk about condition of biomass, condition for biomass to play a role in the global mix of consumer energy. You will see when we talk about consumer energy, and ça veut dire quoi? C'est tout ce que nous consommons comme énergie, que ce soit domestique ou au niveau des transports ou bien au niveau des industries. So for the development of bioenergy, you need to ask some key questions. And if you fail to do so, your business will also fail. That's why we need to understand very well
this part. There's also one point, the biomass sources. Là, je vais vous poser une question lorsque nous arriverons là. Quelles sont les biomasses dont nous disposons au Togo et comment nous pouvons les évaluer? Et quelques défis, challenges for bioenergy development and how we can overcome the barriers and get benefits. And I will present the case study from WASCA. Okay. Having said that, the challenge we are facing, you know, that the population is increasing. It's not only the Congolese population, it's the world population. And it's not really clear because of the light. Is it possible to switch off that one? In Togo, we talk about energy strategy where we want to achieve a certain level, and all populations will have access to energy, and that's what we are doing. So, when the population is increasing, the demand of energy will increase. And then the access will be also limited. So these are the challenges we are facing. There are many other challenges. It can be also economical and social challenges, but we stick to this one. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. So other challenges are related to increasing share of renewable energy in energy mix. Si nous regardons Togo, quelle est la quantité d'énergie renouvelable que nous produisons, à part ce que nous connaissons d'habitude. Donc il y a une petite part seulement de cette énergie. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer, il faut essayer de produire ces énergies renouvelables qui sont très, très importantes pour le climat. So, there's also a challenge to reduce. You know, Nigerian people, you sell your energy to many countries, like Togo, Niger, Benin. And now, because you have power, you can cut it wherever you want. But unfortunately, in your own country, the access is also very, very low. I know. You are from Ghana? Okay, she's from Nigeria. You are also the same because you are also producing energy and sell to other countries. Burkina. But we sell to Togo also. Yeah. But we don't have problems with you. You can cut it, but provide energy to us. Je disais que, bon, les importations des énergies au Togo et ailleurs, nous importons de l'énergie du Nigeria et du Ghana. Le Bénin aussi importe du Nigeria. Donc il y a quand même lieu de diversifier, to diversify the energy mix. You know, they are working in energy, and one day we went to see them and we asked them if it's possible to also include in their energy strategy the biomass, how they can use biomass to produce energy. But in their strategy, nothing is in their way of providing energy to people. They are always on solar energy, and everyone wants to go for solar. If you see in Togo, we have a very large field of solar panels.
and in one town called Blita. I don't know whether Benin has also, je ne sais pas si le Benin aussi a des, okay, you are trying also. That's great. Now, it's not private, like you used to see here, there are some private companies selling kits, just for light or for television. Yeah. So we need to work on that. And we know that there are other sources of energy as the waste. From the waste, you can get also energy. From biomass, you can get energy. And we need to work towards this. Currently, as I'm explaining, it's not possible for you to have continuously energy from your provider. Sometimes you can have power cut. And even energy, if you don't pay frequently, you can have your energy cut. And this regularly happens. But I think between the countries, they can do, there are some agreement in between. So what is biomass? I think when you hear biomass, you know already, he has defined already biomass. And even what we have eaten is also biomass, but it's food, called food at that time because it's for us eating. So biomass is all organic matter available on a renewable basis. This is very important to know. Ça doit être renouvelable. Quand nous prenons par exemple de la biomasse qui est enterrée pendant plusieurs années, qui s'enfonce dans le sol jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui du pétrole que nous avons, ce n'est plus de la biomasse. La biomasse, c'est ce qui est renouvelable, ce que nous pouvons avoir, tels que les déchets des forêts ou des industries qui utilisent le bois. Nous avons également, we have also agricultural residues, and this is very important for their sustainable source for energy generation. This is very important because all our economies, many countries, their economies are based on agriculture. I think Togo, you grow I think we are 70% of the population doing agriculture. So in return, you can have revenue from agriculture. You have animal waste. Animal waste. How do you have as animal waste? You have any idea? Animal waste? Les vaches ne sont pas des faits de déjection, des urines, et puis le reste, après avoir mangé, carcasse animale, des animaux morts. Pardon? Les fourrures. Oui, mais ce sont des fourrures généralement très difficiles à être dégradées. Donc il faut savoir les prendre pour pouvoir faire de la bioénergie. Mais, oui. Les abats. Oui, les abats que nous avons au niveau des volailles. Il y a un petit labo à côté de à la station. C'est ça à déverser
c'est d'essayer là-bas, mais vous ne pouvez pas respirer. We have all the waste from poultry production from TESA and the Center of Excellence on Poultry Science. You cannot breathe. And you can think that they have also everything coming out from and animals, the poultry. So we have also, this is also very important, we have fast growing trees. Nous avons aussi des plantes qui se développent très rapidement que nous pouvons utiliser pour faire de la bioénergie. Et ceux qui se souviennent, il y avait le Brésil qui a développé quelle plante? Il y a le Brésil qui avait à un moment donné a voulu aller vers la bioénergie, les biocarburants. Brazil, they have started producing biofuel, sugarcane or jatropha, avec jatropha purcat. Mais quel était le problème qu'ils ont eu? What was the problem they have when they started this production? From your understanding, if you want to use, I don't want to give you the answer, but sorry? Yeah. So they are just using the land for jatropha production instead of using this land for crop production, and they will face food security. Yeah. I think we also started growing jatropha in Togo, but it's not successful. Even in Benin, you have one team production comment on appelle ça, Alada ou Azové, dans cette région-là. Il y avait un projet avec Lithia où les gens voulaient produire du biocarburant pour faire fonctionner les moulins dans les villages. Mais bon, ça a commencé. On a mangé l'argent et puis. Bon, moi je n'ai pas mangé, mais. Not me. But the others. So we have also some the municipal and the industrial waste. When we talk about municipal waste, I mean whatever you produce from your household, except plastics and others. I think before I continue, let me also share this bias that I've also done a bit of oil and gas in Ghana. So that's why I'm speaking a lot about this. And then I think even some of the answers are even your slides. As we said, there are a lot of issues concerning that, especially the technology that you use to do that. Otherwise, you get a lot of environmental pollution. In the case of using human excreta and then you don't do it well, those in that area cannot stay. So the technology is very important, how you store it, and after that, the mode of transport, how do you transport them, how do you make it accessible for everyone to use it. We are talking about bioenergy, biofuel, which is the alternative to fossil fuel, but still Africa is lacking in that because of what? How to do it. The plant residues, the human waste, everything is there. But still, we have not been able to utilize it because of the technology to do it, and then the storage materials, and then even the expertise to do it and do it very well. Okay, so you explained already the cat? Yeah. That's the amazing thing from producing bioenergy from the biomass. The type of biomass you are going to use, and how you communicate around this biomass. If you produce energy,
if the people don't know that you are using human or sludge, they will use the energy without any problem. But if they know that you are using it, it's difficult to convince them to do that. Antoine de Saint-Exupéry, fut un navigateur, mais a pris en compte les problèmes liés au développement économique et en même temps de la nature. C'est pourquoi il disait que nous ne sommes pas héritiers de cette nature. We can't inherit this nature. We borrow it to our children. It's the reason why Francis Bacon, celui que nous appelons François Bacon, un précurseur de l'ère du XVIIe siècle, ceux qui ont précédé le siècle des Lumières, disait qu'on ne commande mieux à la nature qu'en lui obéissant. Le siècle des Lumières a engendré la révolution industrielle et au même moment, en ce temps, les gens avaient conscience que la nature était maître et qu'on ne saurait lui commander qu'avec obéissance. Je voudrais solliciter le pointeur, s'il vous plaît, s'il marche. Autrement, vous pouvez aller à la seconde slide. Le plan de présentation, il est tout simple. Nous parlerons de quelques définitions. Je sais que vous connaissez déjà le développement durable, pas quelque chose de nouveau pour vous. Nous parlerons du pourquoi. Pourquoi parlons-nous donc du développement durable? Qu'est-ce qui a amené qu'on parle du développement durable? Et en même temps, nous allons évoluer sur ce qu'on appelle l'évolution de ce concept à travers le temps, puis maintenant les principales dimensions que nous pouvons appréhender à travers le développement durable. Et la seule chose qui restera, c'est de voir qu'est-ce que le développement engendre comme bonheur. Quel est le bonheur que nous devons avoir dans le respect du développement durable, dans l'application des principes du développement durable. Le premier, c'est l'aspect de la vision de tous et surtout des plus démunis. La vision de tous et particulièrement des plus démunis. Particulièrement des plus démunis. L'autre aspect, c'est protéger l'environnement. Protéger l'environnement. Et protéger l'environnement pour la génération future. Protéger l'environnement pour les générations futures. Voilà. Des crises que beaucoup ne savaient même pas d'où viennent ces crises. Il y a d'abord ce qu'on appelle la crise américaine. C'était une crise financière. Et les grands banquiers n'ont pas compris pourquoi il y a eu cette crise. Mais ils ne savaient pas qu'il y a des dimensions qu'ils n'ont pas prises en compte dans le développement, dans la recherche de la croissance et que la crise. Ça, c'était dans les années 1900. Après, il y a eu également ce qu'on appelle la crise financière de 1930, suivie du mouvement social de mai 68. Qui a une idée du mouvement social de mai 68? Mai 68. Oui. Encore né ou pas, c'est pas grave. You don't need to be born in that period before knowing. Oui, yes, go on. En fait, d'avoir le droit de voter pour les femmes, c'est un mouvement social qui a diffusé par. Il y avait eu quelque chose comme ça, la population s'est soulevée, ils ont le droit de leur pouvoir
aujourd'hui, je crois que pour les femmes en cette année, avec ce mouvement-là. Triplé. Super. C'est un mouvement social qui a dénoncé l'inégalité parce que les résultats de la croissance étaient accaparés par une minorité et il fallait que les autres groupes minoritaires aient à cela. Et donc, il y a eu ce mouvement social. C'est ce que nous disons. La définition du développement durable demande qu'il y ait inclusion. Et Madame a bien insisté que c'est les minorités. Ceux qui sont les plus faibles. Les petits employés, les femmes et les jeunes. Pour pouvoir créer le développement des industries, on a beaucoup fait travailler les femmes, mais sans leur... On a fait travailler beaucoup d'enfants sans leur donner le même salaire que lui, c'est un enfant. Il ne peut pas avoir le même salaire que son père. Mais pourtant, il contribue au revenu. Donc, c'est ça. Souvenons-nous de la distribution qu'a faite Auguste Comte. Auguste Comte a parlé du tiers-État. Il y a les seigneurs et puis les pauvres. C'est ça, non? C'est eux qu'on a appelé le tiers-État. Et ce tiers-État a été attribué à nous, les Africains, les pays du tiers-monde. Si on retourne au terme de Karl Marx, c'est qui alors? Nous, là, c'est qui? C'est nous les prolétaires, les pauvres, les indigènes. Donc, le développement durable invite à l'inclusion, à la prise en compte des parties marginalisées. C'est pourquoi dans le développement durable, une attention particulière est faite par rapport aux pauvres de l'Afrique de l'Ouest. Ou bien, c'est nous les pauvres, non? Si on n'est pas pauvre, on doit renoncer à l'initiative PPE. Pays pauvres, très endettés. Et on a applaudi pour ça. Et nous sommes contents d'être ça, pour qu'on puisse bien nous aider. Voilà. Donc, le développement durable demande que les pays industrialisés, c'est-à-dire ceux qui amassent les résultats économiques, tiennent compte de la durée. Parce que si on ne dit pas qu'ils doivent prendre en compte les minorités, ils vont amasser pour leur génération future. Et nous, nos générations futures vont continuer à être des prolétaires à vie et générationnelle. Voilà. Ce qui se passe dans le monde et en Afrique. Mais c'est ça. Ce n'est pas un Africain qui se lève qui dit non, Autriche. La définition de ça. Ou bien nous ne sommes pas des minorités. Nous devons revendiquer nos droits. C'est ça que nous allons voir dans le développement et le bonheur. Le bonheur appartient à qui et n'appartient pas à qui. Donc ça, on va le... Donc, chers amis, ça a commencé par eux. Et aujourd'hui, je crois qu'en Afrique, il faut que ce soit comme ça. Non. Si les gens se sont révoltés en France, c'est que nous aussi, on peut se révolter. Ou bien, dans une entreprise, si tu fais une entreprise de bioénergie et que tu emploies des jeunes, et aujourd'hui le jeune veut vite, et il n'est pas bien payé, tu crois qu'il va te laisser? Non. C'est normal, c'est légitime. Il a besoin d'un salaire pour vivre, pour aussi faire sa vie. Donc, chers amis, il y a eu des crises à travers le monde, je ne vais pas toutes les citer. Il y a eu également ce qu'on appelle la crise de Bhopal, il y a eu ce qu'on appelle le développement, le choc du développement, et il y a eu la crise nucléaire. Tchernobyl. Of the economy in relation to human. So what is here is that the first statement that you said, based on what you said so far,
that is sustainable development is it basically will it result to happiness at the end of the day, okay? Which is that is sustainable development. Is it going to cause? Is it going to be a cause of growth, okay, for everyone in society? Basically, instead of growth, it will have an economical implication on everybody. Okay. So, which means when you are talking about the economical impact on humans, that it's talking about the monetary aspect. Okay, that is, will these growths lead to, will it cost humans more money in order to create this sustainable development? Or will it just lead to growth without costing too much on humans? Okay, thank you very much. 3-3. Faisons à notre niveau avec vous. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à nos amis qui viennent de l'extérieur. Soyez les bienvenus au Togo. Je voudrais aussi demander votre soutien pour accorder une vive acclamation au professeur Batanda. Pour sa brillante présentation, qui nous a vraiment nourri avec des éléments très capitaux pour améliorer aussi nos connaissances. Merci, professeur. Moi, avec ma modeste contribution, je vais essayer de présenter ou bien de développer le thème sur le développement des initiatives génératrices de revenus dans le respect de l'environnement. La présentation sera sur un plan comme suit. Dans le contexte, après, on aura présenté quelques initiatives, c'est quoi, c'est comment, et quelques exemples parlant un peu de l'importance des performances, les défis et la durabilité. Nous allons aussi essayer de montrer un peu comment est-ce qu'on pourrait faire asseoir une initiative qui est respectueuse de l'environnement, tout en appuyant ça avec des exemples d'initiatives et en partageant aussi quelques exemples ou bien nos expériences à notre niveau. Quand je parle de notre niveau, je parle de EcoImpact. EcoImpact est une organisation à but non lucratif qui travaille dans la protection de l'environnement et la diffusion des pratiques agroécologiques et aussi relativement sur des questions de développement durable. J'ai voulu plus développer, mais le professeur a déjà tout balayé. Donc, nous allons peut-être faire économie, si vous le permettez. Bon, peut-être que je vais juste ajouter en disant que d'ici le 15 novembre 2023, selon la prévision, la population mondiale va atteindre 8 milliards de personnes. Oui, nous sommes déjà à 7 milliards et quelques. Donc, on est aujourd'hui le 14, demain 15, donc dans 2 mois, selon les prévisions. Et donc, pour ce, il y a pas mal de défis qui sont là, parlant de la sécurité alimentaire, parlant de tout ce que nous avons eu à échanger sur les conflits qui concernent le développement et autres. Nous pouvons aussi ajouter que concernant les changements climatiques, on est déjà en train de dépasser les 1,5 degrés et selon les prévisions en 2050, si nous ne savons pas faire les 3 degrés, le réchauffement et en 2100, les 4 degrés. Donc nous allons brûler. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ralentir tout ce défi? Comme l'a si bien dit, bien entretenu avec le professeur, le développement durable, hein, on en a déjà parlé assez. Je sais qu'il y a des économistes avérés parmi vous qui font pas mal de choses aussi en termes de développement d'AGR, les activités génératrices de revenus ou bien les initiatives qui génèrent des revenus. Et surtout en milieu rural,
Quand nous parlons d'activités génératrices de revenus, c'est pratiquement les petites activités qui vont favoriser ou bien à limiter quand même les besoins, ou bien les besoins, ou bien la dépendance en termes d'économie, en termes de tout ce qu'on peut rapporter comme, ou bien qui peut entrer dans le confort humain. Les principaux bénéfices, ou bien parlant de l'importance des AGR et autres, j'ai essayé d'énumérer deux. La première, c'est la gestion durable des ressources naturelles. Les ressources sont en train d'être épuisées et comment faire pour pouvoir ralentir cette consommation que nous sommes en train d'accélérer. Pour la petite histoire, il y a une étude d'un aîné qui a travaillé en foresterie, qui s'appelle le docteur Antoine Jérémy, qui parle de l'accès durable à l'énergie, par exemple, où on parle de la conservation, de la préservation des ressources naturelles, comme les forêts. Pour rentrer dans le vif, je voulais juste partager avec ceci. Selon les études, il paraît que quand on veut faire, par exemple, la cuisine, ou bien toute personne qui veut manger matin, midi, soir, donc on a besoin d'énergie pour pouvoir préparer. Et la plupart de nos ménages aujourd'hui, c'est pratiquement le charbon de bois qu'on consomme, le charbon de bois. Et selon les études, il est indiqué que pour pouvoir faire, ou bien assurer l'énergie, pour pouvoir faire la restauration, cuisiner pour un être humain ou bien un individu lambda, il faut sacrifier un arbre qui est compris entre 9 et 12 ans. Ou carrément, si c'est les essences à croissance rapide, 5 ans. Et quand on prend par exemple 100 kg de bois pour faire le charbon, on obtient qu'à la fin 13% pour les techniques traditionnelles. Mais avec la meule casamançaise, tout le monde pratiquement connaît, on optimise à 43%. Ça veut dire qu'on est toujours à perte. Maintenant, pour que ce linge puisse manger, petit déjeuner, dîner, et peut-être peu de avec de l'eau chaude, il faut qu'on sacrifie un arbre de 9 ans ou bien 12 ans. Donc ça veut dire qu'on a planté l'arbre, on suit la croissance jusqu'à un niveau donné, 12 ans ou bien 9 ans, où c'est la croissance rapide, 5 ans. Maintenant, après les années là, on va prendre l'arbre là pour pouvoir satisfaire juste les besoins d'une journée, par exemple. On est là, d'une personne. Maintenant, dans une année, on a 365 ou 366 jours. D'accord. Maintenant, nous allons essayer de faire un calcul. Chacun le fait dans sa tête, intérieurement en pensée. Peut-être que j'ai 30 ans ou bien 32 ans. Nous allons essayer de soustraire dans les 32 ans là l'âge de 12 ans. Ça veut dire que jusqu'à 12 ans, je ne connais pas grand-chose, je n'ai pas assez d'informations là. Maintenant, dans les 32 ans moins 12 ans, il reste combien? Il reste 20 ans. Ok. Dans une année, on a 365 jours. C'est ça, non? Ok. 365 jours pendant tous les 20 ans. Thank you very much, sir, for your powerful presentation. It's not a question. I just want to add on to what he said earlier. Okay. He was talking about green entrepreneurship. We are all interested in that. I saw the reactions of many people when he was explaining how the chemical fertilizer is being used on our gardens. So the only thing I can say is, if you want to eat bao, if you want to eat healthy food, I'm going to tilt this a little bit to my field, food nutrition. I hope we don't mind. You have to learn how to cultivate your own garden. At that stage, you know what you are eating and what comes to your table. When we talk about
this industrial chemical. Elle dit, pas le point. Faut aller dans le- Qu'est-ce va m'aider? Ok. Je disais que si on veut manger, tu voulais manger bio, tu dois aller au champ. Tu dois cultiver ça toi-même. Donc, tu sais ce que tu es en train de faire. Et tu sais de produire toi-même, tu le sais pas. Et je sais ça parce que avec l'industrie, il utilise beaucoup de produits chimiques. Et parfois, ça reste dans le résidu reste dans le produit même. Donc, c'est ça nous mangeons. 80% de légumes, de tomates, le chose là, le résidu là, c'est présent dedans. Et aussi, le nutriment aussi, c'est 20%. Mais je ne peux pas dire certainement que c'est 20%. Parce que pendant la transformation, la construction, pendant que la produit va sortir, alors, au champ, pour venir jusqu'au marché, il y a du soleil, il y a beaucoup de choses qui vont affecter le produit. Et en fait, si tu dois manger bien, tout le monde doit aller. Elle est dynamique comme ça. Elle est très dynamique. On était allé au champ. Et franchement, c'est une grande travailleuse. Ok. Je voulais revenir juste sur un petit point. Il y a un document sur la gestion des pestes et pesticides. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres amis qui ont ça. Sinon, il faudrait qu'on partage ça entre nous. Dans le document, il y a une partie qui dit que vous voyez les boîtes de pesticides là. Quand on l'utilise et on dépose, la plupart aujourd'hui, nos enfants, bien nos petits frères, nos petites sœurs dans les villages, ils mettent de l'eau dedans pour aller à l'école. C'est ça. Et parfois, c'est nos mamans qui mettent le sel dedans pour préparer. Parfois, c'est le gari qu'on met dedans. Mais il y a une étude qui a démontré que c'est-à-dire même quand il n'y a plus de pesticides, oui, il n'y a plus de contenants, et que c'est bien lavé, même propre là, il y a des résidus dedans jusqu'à 25 ans. 25 ans. Donc la question, elle est vraiment essentielle. Elle a soulevé un point que j'avais un peu oublié. Je vous remercie pour votre présentation. Tout à l'heure, vous avez parlé des enquêtes que vous avez, des collectes d'informations que vous avez fait au niveau de Balimé. Vu les produits que vous avez collectés, c'est pratiquement des produits mortels. À l'issue de vos enquêtes, qu'est-ce que vous faites de ces informations? Est-ce que ces informations sont exploitées à des fins à vraiment sévir par rapport à ces utilisations? Parce que prenons l'exemple des policiers qu'on a en route. Si tu ne portes pas de casque maintenant, ou bien celui qui est derrière toi, on t'arrête, soit tu es amendé, soit on retire la moto, au moins pour te décourager. Nous, les qualitaticiens, nous sommes pratiquement au chômage. Et on parle parfois de police alimentaire, tout ça, mais on ne voit que dans des supermarchés ou bien à l'approche des fêtes pour aller faire des collectes des produits, peut-être sur le point d'expirer. C'est comme si on est pratiquement au chômage. Pourquoi est-ce que ces données-là ne sont pas utilisées pour donner des mandats qui peuvent permettre à ces inspecteurs-là d'arrêter carrément ces personnes, les punir d'une manière ou d'une autre, leur démontrer qu'ils nous tuent à petit feu? Parce que même quand on parle des produits biodégradables, des petits pesticides biodégradables, il y a aussi leur temps de rémanence.
tant que ces produits n'atteignent pas leur temps de rémanence, même si c'est bio, et quand nous le consommons, ça ne fait pas du bien à l'organisme. Mais nous le consommons quand même. Qu'est-ce qui est mis en place après ces collectes de données, ces collectes d'informations, pour sévir au moins dans ce sens-là, au moins garantir la santé de la population? Mettre le focus sur le management et le leadership. C'est vrai que tous nous avons fait des formations, mais comment on gère et comment on dirige, comment on fait asseoir une gouvernance dans une initiative de développement durable, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai essayé de ne pas être vraiment dans les vapes, mais pour que nous puissions parler concrètement par rapport à ce qui nous concerne. Vous voyez déjà l'image qui est ici comme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette image? Ouais. Que nous inspire cette image? Oui, parce qu'il va finir. Je vois un individu, il était sur une roche là, ou une montagne. C'est entre deux montagnes, mais il y a un trou. On voit, il saute, mais apparemment c'est comme il veut tomber dans le trou. Hein. Merci beaucoup. Le voisin. Pour moi, l'image, c'est au fait, le fait de franchir ou de franchir un obstacle, en fait. Oui. Voilà, c'est ce que je vois par là. Le trou, c'est comme, disons, un obstacle que l'individu doit surmonter. Voilà, doit surmonter l'obstacle. Une voix féminine pour clore ces aspects. Oui, merci madame. Okay. In the picture, I can see a man. He has a backpack on. Maybe he can be a traveler. He's moving from one place to another. So that I can see two mountains, and he's trying to move from one mountain to another. But I don't think he's going to make it. Maybe he might fall from looking at the picture. Exact. Very happy. Lorsque vous voulez innover, ce n'est pas l'ambition seule, ce n'est pas le leadership seul, ce n'est pas la coopération seule, mais c'est les trois en même temps. Il n'y a pas de l'un sans l'autre. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir un leadership à développer et une coopération, parce que vous n'allez pas vous développer seul. Vous n'allez pas vivre en vase clos, vous serez avec d'autres personnes. Et donc, ces forces motrices nous engagent à pouvoir comprendre ce que c'est que le leadership. C'est quoi pour vous le leadership? En de petits mots, comme il est souvent dit, c'est de voir avec les livres ouverts. Who want to explain it for us? The leadership, oui, boss. Le leadership, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour que dans un groupe, pour permettre à tout le monde d'évoluer ensemble vers un but. Voilà, quelqu'un qui se sacrifie pour permettre à tout le monde d'évoluer vers une capacité de leadership. Et ça, si on se prend ici, on va le remarquer en certaines personnes. Les quoi? Perseverance factor, maintaining and attracting the benefits and interests of innovation. Ok, thank you. Quand vous soyez un leader né ou un leader de formation, ce qui est sûr, pour que vous puissiez garder votre leadership, il faut de la persévérance. Si vous ne le tenez pas, la flamme du leadership va s'éteindre parce qu'il faut qu'elle soit maintenue par quoi? Qu'est-ce qui maintient le leader dans son chemin? C'est les avantages.
c'est les intérêts qu'on gagne, les bénéfices, les avantages et les intérêts qu'on gagne à partir de l'innovation. Parce que les premiers succès vont confirmer le leader dans son rôle. Et c'est pourquoi, même si vous êtes chef d'entreprise ou vous innovez, vous entreprenez dans quelque chose, quels que soient les résultats, il faut les capitaliser. Parce que c'est ça qui va compter pour votre expérience. Et il est donc important de savoir ceci. Ça, vous connaissez, c'est pas nouveau. Qui connaît ça, il veut nous expliquer. Pour les agroéconomistes, ça se connaît. Qui connaît ça? Voilà, la pyramide de Abraham Maslow. Qui veut nous expliquer ça? Je n'avais pas voulu penser qu'on va passer par là, parce que je vais expliquer ceci avant de dire ce qui fait le besoin du leader. Le besoin du leader est différent de ça. Abraham Maslow pense que dans la vie, l'homme a plusieurs besoins. Et ces besoins sont hiérarchisés suivant une pyramide comme ça. Il y a des gens, ils manifestent des besoins de base. Et les besoins de base, ce sont les besoins physiologiques. Manger, dormir, se marier, et puis c'est fini. C'est fini. Ceux qui sont ici, c'est eux là qu'on appelle la masse. C'est comme ça que nous les appelons. Les populations. Ils sont heureux parce qu'ils satisfont à leurs besoins élémentaires. C'est ça. C'est pour eux. Une fois que eux, vous les avez satisfaits d'en manger, dormir, c'est fini. Ça suffit. Et c'est ça, les politiciens utilisent ça beaucoup. Oui. Et s'il y en a qui veulent évoluer vers un autre besoin, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité est quelquefois proche aussi du physiologique parce que c'est un instinct. Tout homme a envie d'avoir son petit territoire. Combien? C'est ça, non? Tout le monde a un ego à défendre. Et c'est ça, cet instinct de sécurité qui fait que chacun veut avoir sa petite maison. Chacun veut avoir sa petite voiture. Chacun veut avoir son petit compte en banque. Et quand on lui demande, mais est-ce que je peux connaître ton numéro de compte bancaire? Il dit non, je ne peux pas. Même une entreprise qui fait du business ne veut pas afficher son numéro de compte bancaire. Comment tu peux faire le business? On n'a pas dit de dire combien tu as dans le compte, on dit numéro, c'est tout. Quand on pose le numéro, on va savoir ce qu'il y a sur le compte. Quand on a le numéro, on va savoir ce qu'il y a sur le compte. Le président ne même pas le numéro. Donc, les amis, c'est le problème. Donc, il y en a qui s'arrêtent aussi ici. Il suffit qu'il ait son boulot, qu'il ait sa maison, qu'il ait sa voiture, le reste, c'est pas son problème. Quelqu'un me l'a coupé ça de 2 ans. Oh, c'est le problème des diplômés, tout le monde n'est pas bien. Voilà. Donc, Abraham Maslow a bien pris son temps pour étudier la société. Et maintenant, parmi eux, il y en a qui manifestent le besoin d'appartenance. Donnez-moi, c'est vous qui me donnez ça. Oui, allez-y. L'exemple d'un bon leader qu'on a en République centrafricaine et qu'on continue de célébrer, c'est celui de Boganda. Boganda? Oui, c'est lui qui a beaucoup plus favorisé l'accès à l'éducation à la population. Oui. C'est lui qui a pu développer le concept de bourse d'études à l'extérieur pour pouvoir développer des capacités scientifiques sur le territoire. Voilà. Et bon, après lui, on n'a pas eu un président qui a
continuer cette démarche-là, parce que on sait quand même que l'éducation est le pilier sur lequel un pays peut se concentrer pour les développement. Et puis, depuis son règne jusqu'à présent, on n'a pas quelqu'un d'autre qui est allé dans ce sens. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Qui a encore un autre leader à nous donner? Sinon, je vous en donne un autre. On va accueillir M. Charles pour la dernière présentation de la journée de la TV. Après cette présentation, on a les Taoupati. On va essayer de donc, on va nous présenter sur les pratiques agricoles durables, expérience avec les biofertilisants et puis les bioprotecteurs. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour, chers amis. Bonjour. Vous êtes là avec moi? Ok. Nous allons tout de suite échanger, je préfère le mot échanger sur les biointrants, parlant des biofertilisants et les bioprotecteurs. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai essayé juste de sélectionner certains parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de bonnes pratiques. Même parlant de du répertoire, en termes de biointrants, il y a tellement. Mais j'ai essayé juste de prendre certains qui sont, genre pour après on récupère le produit là, les batteries acido-lactiques, pour aider la décomposition de la plante. Vous avez vu ça là? Donc, c'est des champignons qu'on a ramassés ou bien des micro-organismes qu'on a ramassés. Correct. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs micro-organismes qu'on produit, surtout utiles quoi, pas nuisibles. Donc, ça c'est en forêt. Donc, vous pouvez appeler en forêt. Bon. De forêt. Ou local ou autochtone. Donc ici, on va en forêt. Donc vous pouvez aller à Palibré, si c'est à Bassa, vers Bassa, je ne sais pas. Là où vous avez la forêt, que ce soit dans votre origine, pour nos amis béninois, ils peuvent aller à Bunko, c'est ça non? Ou bien Hétim, au niveau de Wébé. Hétim, c'est ça. Qui s'est bien alimenté et qui est né, dont l'enfant est né à l'hôpital. Pourquoi? Parce que quand l'enfant naît à l'hôpital, l'enfant a plus de possibilités à voir un pédiatre qui l'ausculte et qui, s'il y a des soins, on lui fait ça au préalable. L'enfant reçoit ses vaccins et tout. Alors que l'enfant qui est né au dispensaire, si vous le constatez bien, quelques heures après, il faut qu'on le transfère dans un hôpital pour qu'il puisse consulter un pédiatre et tout ça pour voir si l'enfant est en bonne santé, s'il y a des soins à lui procurer, des vaccinations et tout. Donc l'enfant qui est né à l'hôpital d'une mère bien nourrie a plus de chances de survie. Selon vous, merci. Moi je pense qu'il y a certaines pratiques de la nature qu'on ne doit pas négliger. Quelqu'un qui est exposé dans un milieu infecté développe automatiquement résistance aux germes. Donc, un enfant
une maman qui est dans un milieu mange tout ce qu'elle trouve, déjà elle développe des immunités qu'elle transmet à son enfant. Donc cet enfant, déjà quand il sera né, il va développer cette immunité et qui lui permettra de résister à certains virus et certaines infections de la vie. Alors que quelqu'un qui est dans une salle climatisée chaque temps mange des trucs bien contrôlés, sans microbes, ne va pas développer des résistances. Donc son enfant aussi ne va pas développer ces résistances-là. Et exposé dans un même milieu, les deux enfants-là, le deuxième va tomber rapidement malade alors que le second va résister. Selon vous, merci. Bon, ce que moi je voudrais dire, ça rejoint ce que M. vient de dire, ce que celui-ci a dit. Maintenant, je voudrais ajouter que là, si on parle de quel enfant à l'accouchement, on parle de l'état des enfants à l'accouchement, l'enfant qui est né à l'hôpital serait mieux que l'enfant qui est né au dispensaire selon les conditions. Mais quand on rentre dans survivre là, je pense que quand on va les amener dans une condition qui ne répondait plus aux normes de l'hôpital, celui qui est né au dispensaire serait mieux adapté, puis les résistances qu'il aurait accumulées, développées, la multiplication des lymphocytes et autres, pourra bien l'aider à lutter contre les maladies. Merci beaucoup.
Thank you.